Mois de septembre 2022, un simple bruit de drone étranger agitant le ciel sahélien semble d'abord étrangement anodin. À Ouagadougou pourtant, cette rumeur devient une ligne rouge brûlante, car Ibrahim Traoré y voit la répétition douloureuse d'un siècle d'ingérence. Tandis que chancellerie, experts télévisés et partenaires inquiets minimisent l'alerte, le jeune capitaine transforme ce murmure discret en ultimatum public adressé à l'Occident. Que signifie, pour le Burkina Faso et pour ceux qui regardent l'Afrique de loin, un dirigeant qui promet que, si les drones viennent, ils trouveront son peuple debout? Au-delà de la tension immédiate, l'enjeu formulé dans l'avertissement initial ouvre une promesse plus vaste. Comprendre comment un pays du Sahel, longtemps dépendant de dispositifs extérieurs, tente soudain de redéfinir les règles du jeu sécuritaire et politique. L'intérêt central tient en 10 mots. Comment un État fragile transforme la contrainte en levier souverain. Cette promesse implique de suivre, pas à pas, les mécanismes qui permettent au Burkina Faso de déplacer le rapport de force avec des acteurs beaucoup plus puissants. En arrière-plan, le risque demeure omniprésent. Rompre avec les partenaires occidentaux peut offrir une liberté stratégique nouvelle, mais expose simultanément le pays à des vulnérabilités économiques, militaires et imiter les diplomatiques que ces institutions n'ont pas encore entièrement surmontées. Chaque décision prise à Ouagadougou résonne donc à 3 niveaux. Au sein de l'armée, encore en reconstruction, parmi une population galvanisée mais inquiète, et dans les capitales étrangères qui redoutent un précédent régional. Ce qui sera dévoilé dans les parties suivantes est la mécanique précise reliant ce pari souverain à ses conséquences immédiates et futures. La première surprise apparaît dès l'automne 2022. En l'espace de quelques semaines, près de 1500 étrangers quittent le Burkina Faso et la présence occidentale chute d'environ 30%, bouleversant l'équilibre sécuritaire que l'on croyait figé. Cette contraction rapide, bien loin d'affaiblir immédiatement l'État, déclenche un phénomène inattendu. Une hausse visible du soutien populaire autour d'Ibrahim Traoré, perçu comme celui qui ose rompre un cycle historique d'ingérence. Pour comprendre cette bascule, il faut revenir au contexte qui précède son ascension. Depuis plus d'une décennie, le Burkina Faso est pris dans une spirale d'attaques djihadistes, de déplacements internes massifs et d'une dépendance croissante envers l'assistance militaire extérieure. Les années 2010 voient l'installation progressive de dispositifs français et européens, puis la montée d'un ressentiment national contre des opérations perçues comme peu efficaces et faiblement coordonnées avec les réalités locales. Lorsque Traoré apparaît sur la scène publique, il hérite d'un appareil sécuritaire fragmenté, de régions entières hors contrôle et d'une opinion persuadée que l'ancien modèle atteint ses limites. L'arrivée au pouvoir du jeune capitaine s'inscrit dans ce climat d'épuisement stratégique. Son discours met immédiatement l'accent sur 3 ruptures: la reconquête de la souveraineté, la maîtrise du ciel, domaine symbolique et opérationnel longtemps dominé par les acteurs étrangers, et la réorientation des alliances au-delà du cadre traditionnel franco-européen. À Ouagadougou, ces prises de position trouvent un écho immédiat, notamment parmi la jeunesse urbaine, qui voit en lui une alternative crédible à une décennie de gestion jugée inefficace. Mais derrière l'adhésion populaire se cache une réalité plus complexe. Réduire la dépendance extérieure ne suffit pas. Le pays doit simultanément reconstruire ses forces, stabiliser ses territoires, absorber les risques diplomatiques et naviguer dans un Sahel où Mali et Niger amorcent eux aussi une recomposition géopolitique. Le récit met ainsi à nu la dynamique essentielle. La sortie des troupes étrangères n'est pas un point d'arrivée, mais le début d'un réagencement profond dont les effets se déploieront dans les mois suivants. Au centre de cette transition, une figure revient constamment dans les récits militaires et civils. Un cercle réduit d'officiers réformateurs, proches d'Ibrahim Traoré, chargé de structurer les premières réponses
après le départ des forces étrangères. Leur rôle n'est pas spectaculaire, mais déterminant. Coordonner les unités rurales dispersées, rétablir les chaînes logistiques fragiles et accélérer la montée en compétences des nouvelles recrues formées en urgence. Dans les semaines qui suivent les annonces de rupture, ces officiers sillonnent le territoire, évaluant les besoins des garnisons isolées et repérant les zones où l'État a perdu son empreinte depuis longtemps. Un premier cas illustre l'effet immédiat de cette réorganisation. À Kaya, dans le centre-nord, une unité réputée sous-équipée reçoit soudain un appui logistique interne, munitions, moyens de communication, renforts, permettant de reprendre des patrouilles abandonnées depuis des mois. La population locale, longtemps plongée dans l'incertitude, observe un retour graduel des postes de contrôle, signe modeste mais crucial d'une présence étatique retrouvée. Un second cas apparaît dans la province du Soum. Là, ce sont des équipes mixtes, militaires réguliers et volontaires locaux, qui rétablissent en haut des lignes de surveillance interrompues par un manque chronique de matériel. L'effet psychologique est dénotable. Même sans intervention étrangère, une dynamique de reprise territoriale devient perceptible. Ces exemples montrent que le pivot stratégique ne réside pas seulement dans le retrait de partenaires extérieurs, mais dans la capacité du pays à absorber ce vide opérationnel. La question demeure cependant entière. Jusqu'où ces avancées peuvent-elles tenir face à la pression djihadiste et aux défis logistiques persistants? La reconstruction interne n'est eau viable que si l'élan actuel survit à ses premières limites. Tout s'enclenche à partir d'un déclencheur simple, la rumeur persistante d'une possible présence de drones étrangers dans le ciel du Burkina Faso. Cette rumeur, d'abord discrète, circule dans les marchés, les casernes et les stations de radio locales. Elle active une inquiétude encore diffuse. Si des appareils occidentaux reviennent observer ou pénétrer l'espace aérien, cela signifierait que la rupture voulue par Ibrahim Traoré serait partiellement annulée avant même d'être consolidée. Le gouvernement capte rapidement l'ampleur de ce signal. Les rapports internes mentionnent tant des survols suspects et des unités postées dans le nord affirment avoir repéré des traces radars atypiques. L'exécutif décide alors de durcir le ton et de transformer la rumeur en message politique clair. Le passage au cœur du récit s'effectue lorsqu'un discours télévisé vient matérialiser la ligne rouge. Traoré annonce publiquement que, si les drones occidentaux apparaissent, ils trouveront son pays debout. La phrase se propage immédiatement. Dans les heures qui suivent, les chaînes internationales questionnent la véracité de la menace. Les chancelleries cherchent à comprendre l'intention stratégique derrière une formule aussi directe. Pourtant, à Ouagadougou, ce moment déclenche une onde de mobilisation. Des centaines de jeunes se rassemblent autour de l'Assemblée nationale, brandissant des pancartes en faveur de la souveraineté aérienne. L'armée, de son côté, accélère ses déploiements. Les unités spécialisées en surveillance installent des radars à rotation rapide. Les techniciens testent des brouilleurs importés récemment et les bataillons d'élite se positionnent à proximité des sites sensibles. Dans plusieurs garnisons, des séances d'entraînement intensifs simulent une intrusion aérienne, reflétant la conviction que la menace pourrait devenir réelle. La montée en tension atteint son pic lorsque les partenaires occidentaux réagissent. Si la plupart nient vouloir mener une opération aérienne, certains responsables évoquent en privé la possibilité de surveillance technique limitée. Cette ambiguïté renforce l'anxiété au Sahel. Au même moment, le Mali et le Niger observent de près la posture burkinabé. Les signaux envoyés par Traoré trouvent un écho chez ses voisins qui subissent eux aussi la pression d'alliances mouvantes. Les discussions informelles entre officiers sahéliens se multiplient. Plusieurs évoquent la nécessité d'une coordination régionale de défense aérienne. Pour la première fois depuis longtemps, un alignement stratégique sahélien commence à émerger, non pas sous impulsion extérieure, mais depuis l'intérieur du bloc régional. Lorsque la situation redescend légèrement,
les retombées deviennent visibles. Le départ des soldats français. Français crée un vide organisationnel que les institutions locales peinent encore à combler. Les chaînes logistiques doivent être réinventées, les ressources réallouées et la formation des recrues accélérée. Dans certaines régions, les groupes armés profitent de la transition pour tester les points faibles du dispositif. Toutefois, l'effet psychologique du discours de Traoré reste puissant. Dans plusieurs communes, les comités locaux de défense spontanée reprennent leur patrouille. Les fonctionnaires régionaux rapportent une hausse de participation aux efforts civils de protection. L'enchaînement, la progression du déclenchement à l'intensification, puis à l'apaisement, décrit clairement la dynamique en jeu. Révèle donc une trajectoire instable mais cohérente, un déclencheur symbolique, une affirmation stratégique forte, puis une recomposition accélérée des forces internes et régionales. Derrière ce fil dramatique, une question persiste. Jusqu'où cette dynamique peut-elle se maintenir sans soutien extérieur, et à quel coût ? La dynamique devient lisible dès que l'on observe le premier glissement chiffré. La présence militaire étrangère chute d'environ 30% entre septembre et décembre 2022, un baseline delta qui signale la rupture effective voulue par Ibrahim Traoré. Cette baisse n'est pas seulement un retrait tactique, elle représente un basculement du centre de gravité sécuritaire. Autrement dit, le pays passe d'un modèle d'assistance externalisée à une configuration où l'appareil militaire national doit absorber en urgence ses propres responsabilités aériennes et terrestres. Le deuxième indicateur qui concerne la montée en puissance interne. Environ 5000 nouvelles recrues sont intégrées et formées en 2022, portant le total à plus de 15 000 soldats. Le nombre brut ne dit pourtant pas tout. Derrière ces chiffres se cache un effort accéléré d'uniformisation des standards de formation, l'introduction de modules anti-drones et un recentrage doctrinal sur la défense de points stratégiques plutôt que sur la dispersion territoriale systématique. L'expansion numérique reste donc le support visible d'une réorientation doctrinale plus profonde, dont les effets apparaissent dans les premiers redéploiements régionaux. Le troisième mouvement quantifiable se situe dans le domaine du partenariat stratégique. Les importations de matériel militaire russe augmentent d'environ 40% en 2023, ce qui reflète une bascule assumée vers de nouveaux soutiens techniques. Cet accroissement traduit à la fois un besoin urgent de compenser les lacunes laissées par le retrait occidental et une volonté politique claire d'inscrire la défense burkinabé dans un écosystème alternatif. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des équipements, c'est un repositionnement sur des circuits diplomatiques où les leviers d'influence ne sont plus européens, mais pluriels. Pris ensemble, ces trois indicateurs, retrait de 30%, mobilisation de 5000 recrues, hausse de 40% des importations militaires russes, composent la matrice d'évolution d'un pays qui tente de rebâtir sa sécurité nationale sur des bases renouvelées. Les observateurs occidentaux y voient parfois une fuite en avant, mais une lecture plus granulaire montre une trajectoire articulée autour de trois logiques. Réduction de dépendance, inflation capacitaire interne, reconfiguration partenariale. Ces mouvements ne garantissent évidemment pas un succès durable, mais ils expliquent pourquoi, dans un contexte régional aussi instable, Ouagadougou parvient à maintenir un minimum de cohésion malgré des pressions multidirectionnelles. Sur le terrain, ces chiffres se traduisent par des effets concrets. La diminution de la présence étrangère oblige les unités burkinabées à multiplier les patrouilles autonomes. Les nouvelles recrues permettent d'occuper des zones où l'État était absent depuis des mois. Les équipements importés renforcent les capacités de détection aérienne, élément crucial dans un environnement où la menace de survol extérieur reste un symbole autant qu'un risque opérationnel. Les commandants régionaux soulignent d'ailleurs une amélioration limitée mais réelle des temps de réaction contre les incursions armées, signe que la montée en compétences internes commence à produire des résultats. Ce tableau ne constitue toutefois pas une garantie de stabilité. Les contraintes logistiques demeurent sévères.
La pression djihadiste n'a pas diminué uniformément et les tensions diplomatiques persistent. Les chiffres forment donc un révélateur plutôt qu'une conclusion. Ils montrent un État qui, sous l'impulsion de Traoré, tente de transformer une vulnérabilité structurelle en capacité d'action autonome. La question n'est plus de savoir si le pays veut la souveraineté aérienne, mais s'il possède les ressources et le temps nécessaire pour la rendre durable. Pour saisir la cohérence de la trajectoire burkinabé, il faut d'abord construire honnêtement les deux arguments les plus solides qui s'opposent. Le premier provient des partisans de la ligne défendue par Ibrahim Traoré. Selon eux, la rupture avec les puissances occidentales constitue une étape incontournable pour restaurer une souveraineté confisquée depuis des décennies. Le retrait d'environ 1 500 000 soldats étrangers, loin d'affaiblir le pays, aurait permis de reconcentrer les priorités. Réorganisation interne, renforcement doctrinal, montée en puissance des nouvelles recrues et diversification des partenariats. Dans cette lecture, l'autonomie retrouvée ouvre un espace politique inédit où le Burkina Faso n'est plus contraint de suivre des stratégies sécuritaires imposées de l'extérieur, souvent jugées déconnectées du terrain. L'argument opposé est tout aussi structuré. Pour de nombreux analystes internationaux, la rupture brutale avec les anciens partenaires risque d'isoler dangereusement le pays. Sans l'appui logistique, technologique et financier de l'Occident, le Burkina Faso se priverait de ressources essentielles dans un contexte où les groupes djihadistes demeurent puissants et mobiles. Le risque serait donc double: perdre l'effet dissuasif d'une présence militaire étrangère et se retrouver dépendant de nouveaux partenaires dont les priorités stratégiques, russes ou chinoises, ne garantissent pas nécessairement une autonomie accrue. Dans cette optique, la transition actuelle pourrait ouvrir une vulnérabilité structurelle qui s'ajouterait aux fragilités déjà présentes dans le Sahel. La réponse la plus solide, lorsqu'on croise ces deux perspectives, se trouve dans les tendances observées au cours de l'année 2022-2023. Les chiffres montrent effectivement un effet de rééquilibrage. Retrait de 30% des forces étrangères, formation de 5 000 nouvelles recrues, hausse de 40% des importations militaires russes. Ce triptyque révèle un mouvement hybride, ni totalement émancipateur, ni totalement risqué. Le pays ne s'effondre pas après la rupture, ce qui nuance les scénarios les plus pessimistes. Mais l'autonomie réelle reste conditionnée par la capacité de l'État à transformer ses évolutions en un système durable. Le Stillman ne conclut donc pas à un vainqueur entre les deux thèses. Il montre que la cohérence de la politique de Traoré dépend d'un équilibre précaire entre risques assumés et gains progressifs. Une rupture silencieuse s'opère. Alors que l'attention internationale se focalise sur le retrait des forces occidentales et les discours tonitruants, un changement beaucoup moins visible mais décisif se déroule à l'intérieur même de l'appareil sécuritaire burkinabé. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, plusieurs unités jusqu'ici cantonnées à des missions ponctuelles adoptent une nouvelle doctrine centrée sur la maîtrise du ciel, un domaine longtemps considéré comme inaccessible sans soutien étranger. Ce pivot stratégique se manifeste d'abord par la réorganisation des équipes chargées de la surveillance aérienne. Fusion de cellules techniques, standardisation des procédures de détection et déploiement de radars plus mobiles. Ce n'est pas une révolution technologique, mais une redistribution fine des ressources permettant d'obtenir un maillage plus réactif. Les commandants régionaux rapportent d'ailleurs une meilleure capacité à repérer les incursions rapides, signe qu'un savoir-faire national émerge progressivement. Parallèlement, les alliances régionales se consolident. Les échanges entre officiers du Mali, du Niger et du Burkina Faso gagnent en fréquence, notamment autour de la menace aérienne et des mouvements djihadistes transfrontaliers. Cette coordination encore informelle pourrait devenir, si elle se structure, un noyau dur de défense sahélienne indépendante. Le Midpoint Reveal éclaire ainsi une dynamique cruciale. Tandis que les regards se fixent sur les gestes spectaculaires, la transformation la plus déterminante naît dans l'ingénierie discrète des capacités internes
Les répercussions des choix opérés depuis 2022 ne se limitent pas au discours ou aux symboles. Elles se matérialisent dans 4 dimensions concrètes qui redessinent le Sahel. Sous l'effet des décisions d'Ibrahim Traoré, chaque groupe, population locale, forces de défense, voisins régionaux et acteurs internationaux, ressent des transformations distinctes, parfois contradictoires, mais intimement liées. Dans les zones rurales du nord et de l'est, les habitants perçoivent d'abord un changement de rythme plutôt qu'un changement d'échelle. Le retrait des forces étrangères crée un vide apparent, mais la présence accrue de patrouilles nationales et de volontaires locaux apporte une forme de continuité sécuritaire que beaucoup n'attendaient plus. Certains marchés, fermés depuis des mois, rouvrent partiellement grâce au retour de postes de contrôle burkinabés. Les comités villageois, encouragés par les déclarations de Traoré, multiplient les initiatives d'alerte communautaire. L'effet concret n'est pas une disparition des menaces, mais une recomposition. La peur des incursions djihadistes reste vive, mais l'idée d'une autonomie locale renaît, timidement, autour d'une souveraineté assumée. Les acteurs économiques, eux, vivent une tension permanente. La baisse progressive de certaines aides occidentales réduit l'accès à des financements extérieurs, surtout pour les secteurs agricoles et logistiques. En revanche, une hausse notable des échanges avec la Russie et la Chine ouvre de nouvelles pistes. Approvisionnement en matériel technique, investissement dans les infrastructures, contrats de construction négociés sans conditionnalité politique. Cette bascule ne se fait pas sans heurts. Plusieurs entreprises signalent des délais plus longs, des procédures nouvelles et une dépendance technologique émergente vis-à-vis de partenaires non occidentaux. Malgré cela, certains opérateurs voient une opportunité rare. Réorganiser les chaînes d'approvisionnement sur des bases plus diversifiées et moins exposées aux sanctions. Pour les forces de défense, les conséquences sont immédiates. Le retrait de 1500 soldats étrangers force l'armée burkinabé à revoir ses méthodes et ses priorités. Les 5000 nouvelles recrues intégrées en 2022 apportent un renfort vital, mais leur formation accélérée crée un défi d'harmonisation. Les équipements russes importés, en hausse de 40%, améliorent les capacités anti-drones, mais demandent un apprentissage technique intensif. Les commandants régionaux rapportent une mobilisation plus cohérente qu'autrefois, bien que les lacunes logistiques persistent. Le moral des troupes s'améliore sous l'effet d'une narrative valorisant la souveraineté militaire, associée explicitement à la ligne ferme défendue par Ibrahim Traoré. Au niveau régional, les décisions du Burkina Faso déclenchent une onde de choc. Le Mali et le Niger renforcent leur rapprochement avec Ouagadougou, percevant dans cette posture souverainiste un modèle d'émancipation face aux puissances occidentales. Cette dynamique fait émerger un bloc sahélien assumant une diplomatie de rupture et cherchant des alliances alternatives. Du côté européen, l'inquiétude s'accroît. Le retrait forcé du Burkina Faso pourrait annoncer un effacement plus large de son influence au Sahel. Les États-Unis surveillent également la situation, attentifs aux partenariats russo-africains qui modifient l'équilibre stratégique régional. Le Sahel devient alors un espace de compétition idéologique autant que militaire. Les 4 cercles des faits montrent ainsi un paysage fragmenté mais cohérent. Les décisions de Traoré ne produisent pas une transformation uniforme, mais une redistribution des forces, des attentes et des alliances. Les 6 à 12 prochains mois forment une zone charnière, où les choix accumulés depuis 2022 peuvent basculer vers 3 trajectoires distinctes. Elles ne sont pas prédictions, mais cadres d'analyse, permettant de mesurer les contraintes et les marges encore disponibles pour le Burkina Faso et pour la stratégie défendue par Ibrahim Traoré. Dans ce scénario central, les tendances actuelles se prolongent sans rupture majeure. Les forces burkinabées gagnent en cohésion, notamment grâce aux 5000 recrues déjà intégrées, mais continuent de souffrir de limitations logistiques chroniques. Les partenariats avec la Russie et la Chine se stabilisent, apportant un soutien ponctuel en équipement et en formation,
sans toutefois compenser pleinement la réduction des apports occidentaux. À l'échelle régionale, la coordination avec le Mali et le Niger se renforce modestement, facilitant quelques opérations conjointes dans les zones frontalières. La situation sécuritaire ne s'améliore pas radicalement, mais cesse de se détériorer. Le pays avance donc en équilibre instable, progressant par ajustements successifs plutôt que par transformations spectaculaires. Ici, la dynamique sahélienne s'accélère. Les trois pays, Burkina Faso, Mali, Niger, institutionnalisent leur coopération militaire, créant des mécanismes formels de partage de renseignements aériens et de réaction rapide. Les investissements d'infrastructures venus de Moscou ou Pékin se déploient plus vite que prévu, renforçant le réseau logistique, les capacités anti-drones et certains axes routiers stratégiques. Quelques zones rurales connaissent une stabilisation partielle grâce à la montée en compétence des unités locales. Le narratif souverainiste gagne en force, consolidant la légitimité politique interne de Traoré et attirant l'attention d'autres États africains en quête d'autonomie. Ce scénario positif reste exigeant, car il suppose une coordination régionale fluide et une capacité accrue d'exécution administrative. Le troisième chemin envisage une intensification de la pression internationale. Les partenaires occidentaux pourraient réduire davantage leurs aides économiques, compliquer l'accès au financement et durcir leur position diplomatique. L'effet combiné, fragilité budgétaire interne, hausse des coûts d'importation, tensions opérationnelles, pourrait affaiblir certaines zones déjà instables. Les groupes armés profiteraient de cette fenêtre pour multiplier les incursions, tandis que les nouveaux partenariats seraient insuffisamment structurés pour absorber le choc. La cohésion militaire subirait une pression supplémentaire, malgré les efforts stratégiques de la ligne Traoré. Dans ce scénario, la vulnérabilité du pays ne provient pas d'une erreur unique, mais d'un cumul de contraintes exogènes difficiles à neutraliser. Dans cet esprit, une réflexion s'impose. Plutôt que d'anticiper une issue unique, il s'agit de préparer un système capable de rester fonctionnel sous des pressions variables et successives. Les implications de cette séquence géopolitique dépassent largement la scène institutionnelle. Elles touchent des sphères très concrètes qui concernent trois ensembles distincts: les citoyens burkinabés, les diasporas africaines et les observateurs internationaux, cherchant à comprendre ce que signifie la souveraineté dans un contexte de pression multiple. Sous l'ombre portée des choix d'Ibrahim Traoré, ces groupes voient leurs repères évoluer rapidement. Pour les citoyens burkinabés, la transformation se ressent dans la vie quotidienne. La réduction de la présence étrangère modifie la manière dont les habitants perçoivent la sécurité. Certains y trouvent une affirmation identitaire forte, d'autres redoutent les effets d'une transition encore incomplète. Les discussions dans les marchés ou autour des radios locales montrent une préoccupation simple: comment maintenir la stabilité tout en assumant une autonomie plus grande? Ce questionnement traverse toutes les générations, chacun tentant d'évaluer ce que ce moment historique changera pour sa famille, son village ou son activité. Pour les diasporas, la situation résonne différemment. Beaucoup observent avec fierté un pays qui tente de se redéfinir sans se plier aux modèles imposés. D'autres s'inquiètent du risque d'isolement, particulièrement pour les secteurs éducatifs, médicaux ou humanitaires, qui dépendent encore d'appuis extérieurs. Les réseaux communautaires à Paris, Abidjan, Accra ou Montréal échangent des analyses contrastées, mais une constante revient: la volonté de comprendre si cette quête d'autonomie produira un effet durable. Du côté des observateurs internationaux, l'évolution burkinabé sert de miroir. Elle rappelle que les équilibres classiques ne suffisent plus à expliquer les dynamiques africaines actuelles. Les acteurs institutionnels comme les chercheurs indépendants tentent de décrypter cette recomposition, conscients qu'elle influence déjà la façon dont d'autres États africains réévaluent leurs alliances. Ces trois regards montrent que l'enjeu ne se limite pas à la politique. Il renvoie à une interrogation plus intime. Comment un pays en crise redéfinit-il son pouvoir d'agir malgré les contraintes?
Pour que la stratégie engagée depuis 2022 devienne autre chose qu'un moment de rupture, un ensemble d'actions structurées doit être mis en place. Ces mesures ne cherchent pas à prédire un résultat, mais à décrire ce qu'exigerait la stabilisation durable du choix souverain défendu par Ibrahim Traoré. Elles forment une séquence cohérente où chaque étape renforce la suivante. La recomposition sécuritaire ne peut fonctionner que si les unités régionales, les volontaires locaux et les nouvelles recrues appliquent des standards identiques. Une harmonisation doctrinale, notamment pour la surveillance aérienne et la réaction rapide, permettrait de réduire les écarts entre zones C prioritaires et périphéries vulnérables. Les avancées tactiques restent fragiles tant que les routes, dépôts et relais techniques manquent. Banque de protection. Renforcer ces réseaux offrirait une capacité de déploiement plus régulière, tout en limitant l'usure opérationnelle des nouvelles unités. La diversification des partenaires doit aussi être accompagnée d'un contrôle strict des flux matériels.